Les vacances de Noël a débarqué en 1989 comme une crise de Noël que personne n'avait prévue. Ce n'était pas la suite que John Hughes voulait. Ce n'était pas l'aventure que les fans attendaient. Mais un souvenir enfoui l'a ressorti des oubliettes et a transformé le chaos en rituel de Noël. Derrière les guirlandes qui explosent, les beaux-parents qui envahissent la maison et la santé mentale de Clark qui part en vrille, il y avait des surprises que le public n'a jamais vues. Un changement de titre en Europe qui a carrément effacé le film de la carte. Un vrai crush entre les jeunes acteurs qui a transpiré dans certaines scènes. Une réunion des décennies plus tard qui a prouvé que les Griswold n'ont jamais vraiment cessé d'être une famille. Voici 16 faits bizarres sur Christmas Vacation, là où la catastrophe est devenue tradition et où la crise totale est devenue un miracle. Numéro 1. John Hughes ne voulait pas écrire un autre film de vacances. Il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire avec les Griswold, et les suites lui donnaient l'impression d'être de la machinerie de studio, pas de la vraie narration. Quand les dirigeants l'ont pressé pour un troisième film, il a essayé de s'en sortir par une pirouette. Il ne faisait pas le difficile, il était vidé, il ne voulait pas se répéter. Puis, quelqu'un a mentionné une vieille histoire qu'il avait écrite pour National Lampoon presque 10 ans plus tôt, Christmas 59. Un petit essai meurtri sur des sapins tordus, des dîners tendus et ce genre de Noëls d'enfance qui ne paraissent parfaits que sur les photos. Hughes l'a ressorti, l'a relu et quelque chose a bougé en lui. Il n'avait pas besoin d'inventer un Noël Griswold. Il en avait déjà vécu un. Alors il a repris les ornements fêlés de cette histoire, le père qui en fait trop, la famille qui s'effiloche sur les bords, et les a reconstruits autour du chaos obstiné et plein d'espoir de Clark Griswold. Le scénario est sorti tranchant, chaleureux et douloureusement honnête. Et puis Hughes a fait ce que presque aucun scénariste à Hollywood ne fait. Il a tourné les talons. Aucune réunion pour une suite, aucun plan de franchise, aucune envie de chaperonner les Griswold dans le futur. Il a plaisanté plus tard en disant qu'il n'avait même pas su que Vegas Vacation existait avant que quelqu'un ne le lui mentionne sur un autre plateau. Christmas Vacation est devenu le classique que Hughes n'avait jamais voulu écrire. Né d'un souvenir dont il n'avait jamais vraiment réussi à se débarrasser. Numéro 2, l'Europe n'a pas simplement sauté la sortie en salle. Dans certains pays, les responsables marketing ont essayé de réinventer entièrement le film. Pendant une brève et étrange période au début des années 90, Christmas Vacation a été rebaptisé National Lampoon's Winter Holiday, comme si supprimer le mot Christmas pouvait rendre les Griswold plus universellement attractifs. Sur les affiches, le costume de Père Noël de Clark a été remplacé par des vêtements ordinaires. Les guirlandes lumineuses ont disparu. Même la typographie a changé, lissée pour devenir quelque chose de sûr, presque générique, comme s'il s'agissait d'une comédie sur des retards à l'aéroport, plutôt que d'une catastrophe de fête avec un sapin qui prend feu, un chat électrocuté et cousin Eddie en peignoir. L'objectif était simple. Éviter d'aliéner les régions où la marque Noël ne se vendait pas aussi bien. Mais l'expérience a fait long feu. Le public ne s'est pas reconnu dans un titre édulcoré, les distributeurs ont fait marche arrière et Winter Holiday a discrètement disparu dans les recoins obscurs d'Internet réservés aux collectionneurs, ne survivant que sur de rares cassettes VHS et des documents promotionnels qui donnent l'impression d'une blague venue d'un univers parallèle. C'est l'une des bizarreries les plus étranges de l'héritage du film. Une comédie de Noël classique autrefois dépouillée de Noël pour finalement le récupérer à jamais. Numéro 3. Les salutations confuses de Tante Bethany, sa voix tremblante et son serment d'allégeance patriotique n'ont pas été créés par une novice. Ils ont été interprétés par Mae Questel, une artiste dont la carrière a débuté en 1929. Bien avant de s'envelopper comme un cadeau et de demander si la maison était en feu, elle était la voix qui a défini les premiers dessins animés américains. Elle était Betty Boop, la flappeur à la voix enfantine qui est devenue une icône culturelle. Elle était Olive Oyl, l'encre mince et amoureuse de Popeye. Sa voix a façonné le son de l'animation pendant un demi-siècle, résonnant dans les salles de cinéma bien avant que Clark Griswold n'aggrave sa première guirlande de lumière sur le toit. Au moment où elle est arrivée sur le plateau de Christmas Vacation, elle avait plus de 80 ans, frêle mais d'une vivacité d'esprit acérée, se glissant dans la peau de Tante Bethany avec le même tremblement musical qui avait autrefois donné vie à des dessins en noir et blanc. L'équipe et les acteurs la traitaient comme une royale, et ils le pensaient sincèrement. Elle a livré sa dernière performance avec la même étincelle qu'elle avait portée tout au long de sa carrière, une légende de Noël, interprétée par une femme qui a contribué à inventer l'animation elle-même. Numéro 4.
Avant de devenir des légendes de la télévision ou des nommés aux Oscars, ils n'étaient que des gamins en pull trop grands qui essayaient de survivre aux fêtes de Noël des Griswold. Johnny Galecki et Juliette Lewis étaient à peine adolescents lorsqu'ils ont foulé le plateau des studios Warner Bros., bien avant que Galecki ne devienne un géant de la sitcom ou que Lewis n'obtienne sa nomination aux Academy Awards. Mais la magie ne résidait pas seulement dans leur jeunesse. Le réalisateur Jeremiah Chechik avait entouré le casting de poids lourds, E.G. Marshall, Doris Roberts, Diane Ladd, des acteurs qui avaient derrière eux des décennies de théâtre et de cinéma. Leur présence, ancrée et solide, a donné au film une profondeur émotionnelle inhabituelle, transformant une comédie chaotique en quelque chose qui semblait vécu, authentique et réel. Beverly D'Angelo a déclaré plus tard qu'il s'agissait de l'ensemble d'acteurs le plus riche que la série ait jamais eu. Un mélange intergénérationnel qui rendait la maison des Griswold pleine, bruyante et douloureusement familière. Ce n'était pas seulement un chaos de Noël, c'était une famille construite avec certains des acteurs les plus solides d'Hollywood. Et c'est pour cette raison que le film continue, des décennies plus tard, à dégager une chaleur particulière. Numéro 5. La franchise Vacation possède une blague récurrente qui n'est jamais expliquée. Rusty et Audrey ne se ressemblent jamais deux fois. Chaque film recaste ses rôles, chaque acteur apporte une nouvelle personnalité. Et la continuité meurt d'une mort hilarante et délibérément intentionnelle. Christmas Vacation a perpétué la tradition avec Johnny Galecki et Juliette Lewis, tout en y ajoutant une petite twist. Pour la première et unique fois dans toute la série, Audrey était plus grande que Rusty. Personne n'a essayé de le cacher. Personne n'a réécrit les scènes pour corriger cela. Les deux enfants sont simplement apparus tels quels, ont délivré leurs répliques et ont pleinement assumé cette bizarrerie. Les fans débattent encore aujourd'hui de savoir si c'était volontaire ou si cela faisait simplement partie du charme inimitable des Griswold. Au moment où la photo de famille a été posée sur le manteau de la cheminée, le schéma était scellé. Les enfants Griswold sont moins des personnages que des décorations saisonnières que l'on change, remplace et redécouvre à chaque nouveau film. Et d'une certaine manière, cette incohérence est devenue l'une des blagues les plus constantes de toute la franchise. Numéro 6. Johnny Galecki n'était pas encore un vétéran des sitcoms. C'était un gamin qui essayait de suivre le rythme de Chevy Chase, un maître de la comédie physique dont le timing pouvait passer du deadpan à l'explosif en une fraction de seconde. Pendant la première semaine de tournage, Galecki peinait avec le rythme et les punchlines. Puis Chase l'a remarqué. Discrètement, entre deux prises, Chase l'a pris à part et a commencé à lui donner des conseils. Quand attendre, quand chevaucher une réplique, quand laisser une simple réaction faire tout le travail. Il lui a enseigné le rythme de Clark Griswold, l'inspiration pleine d'espoir, la panique qui monte, puis l'implosion comique qui retombe comme un ornement de Noël qui se brise sur du carrelage. Un après-midi, Chase l'a même emmené à travers le studio jusqu'au plateau de Ghostbusters 2, lui a présenté Bill Murray et a offert au jeune acteur un aperçu d'un autre géant de la comédie. Pour Galecki, ce n'était pas seulement du mentorat, c'était un cours particulier dispensé par l'homme qui jouait son père à l'écran. Des années plus tard, Galecki a déclaré que ces leçons lui étaient restées gravées à vie. Et quand on le regarde dans The Big Bang Theory, on peut encore entendre un peu de Clark Griswold dans son sens du timing. Numéro 7. John Hughes a écrit Christmas Vacation avec ce battement de cœur familier, ce moment calme entre père et fils qui apparaît dans tous ses films de vacances. Chevy Chase était prêt à tourner la scène. L'équipe était prête, le scénario était prêt. Mais la personne la plus jeune sur le plateau ne l'était pas. Johnny Galecki, encore au tout début de sa carrière, trouvait que cette scène n'était pas nécessaire. Il ne voulait ni ralentir la comédie, ni forcer un moment qui ne lui semblait pas mérité, alors il l'a poliment refusé. Le tournage a continué, la scène a disparu, et le film a perdu la seule pause émotionnelle que Hughes glissait toujours entre le chaos. Des années plus tard, Galecki a avoué que cette décision le hantait encore. Il a dit qu'il s'en voulait tous les jours, conscient d'avoir dit non à un instant que les fans auraient chéri. Une petite respiration de chaleur entre Clark et Rusty avant que la folie des fêtes n'engloutisse tout. Ce n'était pas un échec, c'était un jeune acteur qui découvrait la valeur du silence et de l'immobilité. Et dans un film entièrement construit sur des crises de nerfs et des catastrophes, cette douceur absente est devenue à sa manière un souvenir à part entière. Hé, vous êtes toujours là? Si ce petit morceau de chaleur de Noël vous touche encore, vous pouvez ramener Christmas Vacation à la maison. Il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous pour le Blu-ray, le DVD ou la version 4K. Merci pour votre soutien, ça compte énormément.
Allez, on rebranchons ces guirlandes lumineuses et continuons. Numéro 8. À l'écran, Ruby Sue est douce, vive et un peu espiègle. Mais dans les coulisses, l'actrice Helen Hamilton-Ladson vivait quelque chose de bien plus chaotique qu'un dîner de Noël. Ladson a avoué plus tard qu'elle était complètement éprise de Johnny Galecki pendant toute la durée du tournage. Lors des longues scènes à la grande table du dîner, entourée de figurants, de fausses nourritures et de projecteurs aveuglants, elle ne cessait d'essayer d'attirer son attention. Elle lui chuchotait des blagues, lui lançait de minuscules guimauves et lui jetait des regards furtifs chaque fois que la caméra passait à côté. Galecki, concentré et un peu timide, ne remarquait presque rien. Mais pour Ladson, ces petits instants, le contact visuel, les éclats de rire, les longues heures coincées à la table des Griswold sont devenus certains des souvenirs les plus doux de sa carrière d'actrice enfant. C'est un rappel que, même dans un film rempli d'arbres qui explosent, de chafferis et de parents qui pètent un câble, l'histoire la plus vraie se joue parfois en silence, entre deux prises. Numéro 9. L'explosion de Clark Griswold n'est pas une simple scène. C'est une explosion cinématographique. 90 secondes d'affilée, de jurons de panique et d'hystérie de Noël pur. C'est le moment que le public cite chaque mois de décembre. Mais Chevy Chase n'avait en réalité pas tout le discours mémorisé. Le monologue était si long et rythmiquement si compliqué que l'équipe a mis au point un stratagème. Des cartons répètes ont été dispersés partout. Certains étaient scotchés derrière des décorations de sapin, d'autres étaient glissés près des jambes des acteurs. D'autres encore étaient tenus à hauteur de taille, juste hors champ. Chase passait en furie devant chaque personne, attrapant la réplique suivante d'un simple battement de cils, gagnant en élan comme un traîneau emballé. Regardez la scène attentivement et vous pouvez le voir, son regard qui fuse de visage en visage, traquant des mots que lui seul sait être là. Mais le génie n'est pas dans l'astuce, il est dans la façon dont il la dissimule avec une perfection absolue. Cette crise de nerfs n'était pas du chaos, c'était de la chorégraphie. Une explosion de rage délivrée avec la précision d'un danseur qui touche chaque temps. Et cela est devenu le moment qui a transformé Clark Griswold en icône des fêtes de fin d'année. Numéro 10. À l'écran, le monde extérieur à la maison des Griswold ressemble à un pur hiver de Chicago. Neige craquante, rues glacées et cette lueur bleue cosy de décembre. Mais quand l'équipe est arrivée à Breckenridge, dans le Colorado, pour tourner ses plans extérieurs, la ville ne ressemblait en rien à Noël. Pas un flocon de neige, pas une trace de givre, juste des routes sèches et des toits nus. L'équipe de production a donc dû improviser en urgence, en transportant des camions entiers de neige artificielle, qu'elle a étalés à la main sur les pelouses et les allées. Cela a pris des heures. Les acteurs glissaient, les accessoires s'enfonçaient, mais cela a fonctionné. La scène ressemblait enfin aux fêtes imaginées par Hughes. Et puis, la nature a riposté avec une chute de bâton que même Clark Griswold n'aurait pu écrire. Une tempête massive s'est abattue quelques jours plus tard, déversant 10 pieds de vraie neige sur tout ce qu'il venait de créer. L'équipe et les acteurs ont dû utiliser des motoneiges pour rejoindre les décors qu'ils avaient si minutieusement décorés. C'est l'ironie parfaite des vacances de Noël. Le moment où ils ont simulé l'hiver, le vrai est arrivé en rugissant. Numéro 11. Tous les films des vacances suivent le même schéma. Charger la voiture, prendre la route, plonger dans le chaos. Mais Christmas Vacation a brisé entièrement la formule. Pas de road trip, pas de descente en enfer à travers le pays. Juste une maison, une fête et une famille qui perd lentement la tête. John Hughes voulait que l'histoire soit claustrophobique. Cette tension particulière des fêtes où personne ne peut s'échapper. Toutes les émotions sont coincées dans le même salon et chaque plainte résonne contre les murs. Cela a transformé la maison des Griswold à la fois en refuge et en piège. La cocotte minute parfaite pour voir l'esprit de Noël de Clark se défaire complètement. Sans les habituelles pitreries de voyage, le film est devenu quelque chose de totalement différent. Un classique de Noël à part entière que même les fans qui n'ont jamais vu les autres films de la saga Vacation regardent religieusement chaque année. C'est le seul chapitre qui ne part pas à l'aventure, parce que le vrai voyage se passe à l'intérieur de la maison. Numéro 12. Parmi toutes les aventures des Griswold qui ont précédé ou suivi, une seule a inspiré une suite directe. Et ce n'était pas le Vacation original. Ce n'était pas European Vacation. Ce n'était pas Vegas Vacation. C'était Christmas Vacation. Le seul film qui a tellement marqué les esprits qu'Hollywood a essayé de l'embaucher à 2 reprises. En 2003, NBC a sorti Christmas Vacation 2
Cousin Eddie's Island Adventure, un spin-off tropical des plus étranges mettant en scène Randy Quaid et Miriam Flynn. Ils ont ramené Dana Barron dans le rôle d'Audrey, Eric Idle en tant que victime récurrente du chaos Griswold, ainsi qu'une poignée de clins d'œil qui ressemblaient à des échos du film original. Mais sans Chevy Chase ni Beverly D'Angelo, le cœur de la franchise manquait cruellement. Le film a récolté un brutal 12% sur Rotten Tomatoes, laissant les fans perplexes et scellant sa place comme le détour le plus bizarre de l'histoire des vacances des Griswold. Une suite d'une suite qui ressemble à peine au film dont elle est inspirée. Pourtant, elle reste unique en son genre, comme preuve d'une seule chose. Christmas Vacation a frappé si fort qu'Hollywood a essayé de l'embouteiller 2 fois. Numéro 13. Randy Quaid a incarné des présidents, des cow-boys, des méchants et des héros, mais aucun de ces rôles ne le suit dans les aéroports, les supermarchés ou les rayons de Noël, comme le fait Cousin Eddie. Quaid a un jour plaisanté en disant qu'il pourrait remporter un Oscar et que les gens lui crieraient quand même « Cheater was full » à travers le parking. Sur le tournage de Christmas Vacation, Eddie n'était pas écrit pour voler la vedette. Il était censé n'être qu'une parenthèse chaotique dans les vacances déjà désastreuses de Clark. Mais Quaid l'a donné une assurance, une sincérité et une brillance excentrique qui ont transformé chaque réplique en punchline dont les fans ne se sont jamais lassés. Des décennies plus tard, les gens viennent encore le voir, lui récitant les répliques cultes d'Eddie avec la même joie que la première fois qu'ils les ont entendues. Pour Quaid, ce rôle est devenu celui qui l'a défini, non pas parce qu'il était le plus important de sa carrière, mais parce que c'est celui que l'Amérique a adopté comme un membre de la famille. Numéro 14. Pas de suite, pas de scénario, pas de projet de studio, juste une marque de vêtements qui réalise une publicité de Noël et qui, par pur hasard, réussit l'une des plus grandes retrouvailles de l'histoire du cinéma de fête. En 2012, Old Navy lance une série de publicités mettant en scène des retrouvailles d'acteurs de films cultes. Quand il contacte l'équipe du film Christmas Vacation, la réponse est immédiate. Soudain, Chevy Chase, Beverly D'Angelo et Juliette Lewis se retrouvent côte à côte, à nouveau dans la peau des Griswold. Mais la véritable surprise, c'est qui d'autre a débarqué? Anthony Michael Hall, le Rusty original, Jason Lively, le Rusty de vacances européennes, Dana Barron, la toute première Audrey, de retour avec un grand sourire. Ça devient une photo de famille multigénérationnelle déguisée en publicité. Pour les fans de longue date, ce n'était pas une pub, c'était un retour à la maison. Un rappel que, peu importe les changements de casting, peu importe le chaos, les Griswold finissent toujours par se retrouver. Ce n'était pas une suite, mais pendant une saison de Noël, ça y ressemblait furieusement. Numéro 15. Pour un film dont l'action se déroule entièrement dans une seule maison, Christmas Vacation a fait bien plus de bruit que quiconque ne l'avait imaginé. Avec un budget de 25 millions de dollars, il est entré discrètement dans les salles en décembre 1989 et a stupéfié le studio en rapportant 73,3 millions de dollars, surpassant largement à la fois le premier Vacation original et sa suite européenne. Il n'a pas misé sur des lieux exotiques, le spectacle d'un road trip ou de grandes cascades. Il a misé sur quelque chose de plus petit, de plus acéré et de bien plus drôle. Tous ces souvenirs de Noël gênants que les gens portent dans leurs os. La dinde brûlée, les guirlandes lumineuses qui ne fonctionnent plus, le chaos familial dont personne ne peut s'échapper. Pendant plus de 20 ans, il a conservé la couronne du plus gros succès de la franchise. Ce n'est qu'avec le reboot de 2015 qu'une autre aventure des Griswold a réussi à le dépasser financièrement. Il a prouvé qu'on n'a pas besoin d'un voyage à travers le pays pour créer un classique. Parfois, il suffit d'une seule maison, d'une seule fête de Noël et d'un seul homme qui essaie désespérément de rendre Noël parfait. Numéro 16. Chris Columbus avait désespérément besoin de vacances de Noël. Il était jeune, affamé et prêt à tout pour obtenir un succès en studio. Être engagé pour réaliser le 3e film des Griswold lui avait semblé être la grande opportunité de sa carrière. La chance de prouver qu'il pouvait gérer une grosse comédie et entrer dans le cercle de John Hughes. Et puis, tout a explosé. 2 réunions avec Chevy Chase ont très vite tourné à l'aigre. Columbus a déclaré plus tard qu'il avait compris immédiatement qu'il ne pourrait pas travailler avec lui, pas sans couler le film ou se couler lui-même. Renoncer signifiait perdre la plus grosse opportunité professionnelle de sa vie. Il est rentré chez lui dévasté, convaincu d'avoir commis l'erreur fatale de sa carrière. Puis le téléphone a sonné. C'était John Hughes. Puisque les vacances ne se sont pas passées comme prévu, j'ai un autre scénario. Tu devrais peut-être le lire. Tu devrais Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion.
Columbus s'est retrouvé plongé dans un nouveau type de chaos de Noël. Un chaos qui n'avait besoin ni de Clark Griswold, ni de voyage en voiture, ni de dinde qui explose. Et d'un seul coup du destin, le projet qu'il n'avait pas pu accepter lui a offert le film qui allait faire de lui une légende. Parfois, la carrière que vous pensez perdurer est précisément celle qui libère la place pour celle que vous étiez destiné à avoir. Fait bonus. C'est le secret le plus étrange caché dans l'un des films de Noël les plus aimés jamais réalisés. Christmas Vacation n'attend jamais réellement le jour de Noël. Les guirlandes lumineuses sont installées, la famille arrive, le dîner brûle, le sapin prend feu, l'écureuil attaque, la police fait irruption dans la maison. Mais le calendrier ne passe jamais au 25 décembre. Tout, chaque catastrophe, chaque crise de nerfs, chaque éclat de rire se déroule la veille de Noël. John Hughes et le réalisateur Jeremiah Chekik ont choisi de figer toute l'histoire dans la nuit qui précède Noël, laissant le film vivre dans l'attente, la pression et le chaos de la préparation plutôt que dans le jour lui-même. C'est un classique de Noël qui ne montre jamais Noël, et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Il capture la partie de Noël que tout le monde connaît trop bien. L'accumulation, le stress, l'espoir, le désordre, tout cela avant que le matin n'arrive jamais. Dans la maison des Griswold, le jour de Noël n'est pas la destination. C'est le rêve que Clark continue de poursuivre. Christmas Vacation n'était pas censé être un chef-d'œuvre. Il était bordélique, chaotique et d'une honnêteté parfois douloureuse. Et c'est exactement pour cela qu'il est devenu une tradition. Quelque part dans l'enchevêtrement de guirlandes et d'ornements fêlés, le film a trouvé la vérité sur les fêtes de fin d'année. On ne vient pas pour la perfection, on vient les uns pour les autres. On le regarde chaque année parce qu'il ressemble à nos familles. Bruyante, têtue, imparfaite, pleine d'espoir. Et quand ces lumières finissent enfin par s'allumer, même pour un instant, cela nous rappelle pourquoi nous continuons d'essayer. Si ce film vous réchauffe encore le cœur, laissez un commentaire et dites-nous quel moment reste gravé en vous. Parce que Noël ne brille pas quand tout est parfait, il brille quand on tient assez les uns aux autres pour reconnaître